Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Je suis ravie de vous retrouver pour un épisode FAQ Paye ta carrière, un épisode qui arrive juste avant le jour de la masterclass où je serai en live gratuitement pour vous parler des secrets de votre fiche de paye. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à vous inscrire. Il reste plus beaucoup de place, vous êtes déjà plus de 400 personnes à vous être inscrits, c'est complètement gratuit. Donc si ça vous intéresse de mieux comprendre votre fiche de paye, inscrivez-vous, ça aura lieu jeudi 31 octobre. À 19h30. Donc voilà pour celles et ceux qui sont intéressés. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. On est à la fois sur TikTok et Instagram. Donc si vous voyez regarder à gauche et à droite, c'est pour ça. Je viens pour la FAQ Paye ta carrière. Le concept, c'est quoi? C'est que normalement, je vous ouvre une boîte à questions tous les vendredis. Vous me laissez vos questions. J'en sélectionne au moins 5 pour venir en répondre en direct. Et pour ceux qui sont présents en direct, je réponds également à vos questions sur la paye et la carrière professionnelle. Donc voilà pour ce topo. Normalement c'est le lundi soir, mais là lundi j'avais mal à la tête, donc c'est mardi soir pour ce soir. Donc j'espère que vous êtes en forme et sans plus attendre, on passe au vif du sujet avec la première question. La première question que j'ai reçue, c'est du coup, quand il y a subrogation et maintien de salaire à 50%, est-ce que l'employeur il doit de l'argent des IJSS aux salariés? Alors c'est une question intéressante, mais on va traduire un petit peu tous ces termes un peu barbares. Déjà, c'est quoi la subrogation? La subrogation, c'est le principe quand tu es malade, en maternité, en accident du travail, etc. C'est de dire que j'ai été malade, mais normalement, c'est la sécurité sociale qui va m'indemniser durant ma maladie. L'indemnisation de la sécurité sociale, au lieu que je la perçoive directement moi-même, eh bien, mon employeur va percevoir cette indemnité de la sécurité sociale et il va ensuite me la reverser avec éventuellement un complément de maintien de salaire qu'on appelle le complément employeur. Ça marche? Donc ça, c'est la subrogation. Les IJSS, c'est l'indemnité journalière. Donc par jour où je suis malade ou en maternité ou en paternité ou en accident du travail, la sécurité sociale, elle va me verser une indemnité. Cette indemnité, on l'appelle l'indemnité journalière de la sécurité sociale. Et là, on est dans le cas où l'employeur, il doit maintenir, parce que la convention collective certainement le lui dit, 50% du salaire de la personne quand elle est malade. Ça veut dire qu'il doit lui payer la moitié de son salaire. Et les indemnités journalières de la sécurité sociale, si vous êtes malade, en général, c'est à peu près la moitié de votre salaire que vous avez en indemnité journalière. Du coup, la question, c'est que si mon employeur pratique la subrogation, est-ce qu'il doit me reverser ces indemnités journalières? La réponse est oui. Votre employeur, il a obligation de vous reverser la totalité des indemnités journalières qu'il perçoit. D'accord? Il n'a pas le droit d'en garder un bout. C'est à vous, c'est pas à lui. Il fait juste un service qui est de dire, c'est plus rapide que je te paye directement ton salaire et moi je m'arrange avec la sécu plutôt que l'inverse. Mais il n'a pas le droit d'en garder un bout. Cela dit, il faut comprendre que l'indemnité de l'employeur, elle vient en complément de l'indemnité de la sécurité sociale. Donc, si déjà la sécurité sociale, quand elle vous verse les indemnités journalières, vous êtes déjà à 50%, voire à plus de 50% de votre salaire, et que votre employeur, il a juste l'obligation de compléter votre salaire jusqu'à 50%, il n'aura rien à compléter. Il va juste tout simplement vous reverser la totalité des indemnités journalières de la sécurité sociale sans mettre son grain de sel dans le sujet. Donc, dans ces cas-là, il y a souvent des entreprises où quand il n'y a pas besoin que le maintien de l'employeur se déclenche, eh bien, qui vont vous dire, là, dans ces cas-là, vu que j'ai pas à compléter, c'est vous qui reprenez les indemnités journalières de la sécu de votre côté. Donc ça, c'est un cas qui arrive fréquemment, mais en fait, en fonction, comme la durée du maintien, le montant du maintien de l'employeur, elle peut varier, elle peut changer. Soyez toujours très vigilants pour savoir combien doit me payer l'employeur, combien me verse la sécurité sociale. Vous pouvez aller sur votre compte Amélie, regarder combien l'employeur il a reçu, parce que même si c'est l'employeur qui reçoit les indemnités journalières, vous, en allant sur votre compte Amélie, vous allez pouvoir retirer l'attestation d'indemnité journalière, retirer en fait le relevé, un petit peu comme vous voyez vos remboursements. Vous allez voir à telle date, verrez-le et vous allez voir le virement que la Sécu elle a fait à votre employeur et vous vérifiez sur votre bulletin si vous avez bien reçu la totalité des sous. Et si vous les avez pas reçus, vous n'hésitez pas à faire une réclamation.
Ça marche? Du coup, la question suivante. N'hésitez pas à laisser vos questions dans le chat. Juste sur TikTok, pensez bien à faire des copier-coller parce que des fois, j'arrive pas à remonter jusqu'au bout. Mais du coup, je termine les petites questions que j'ai sélectionnées et je prends les questions que vous avez dans le chat sans souci. Merci pour les cœurs sur TikTok, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Donc, on passe à la deuxième question que j'ai reçue, c'est comment faire une veille efficace en paye. Parce que ce mot-là, il peut être barbare, ça concerne pas, à mon avis, uniquement les professionnels. La veille, c'est quoi? C'est comment est-ce que je fais pour être attentif aux nouveautés, aux changements qui vont toucher, qui vont m'impacter sur ma fiche de paye, dans mes droits pour moi en tant que salarié. La première chose que je voudrais vous recommander, si vous avez envie de rester un petit peu à jour, c'est d'être, comme vous êtes là, abonné sur des comptes, sur des personnes qui vont régulièrement vous fournir de l'information au sujet de vos droits, au sujet du droit du travail. Donc vous avez plein de comptes hyper intéressants, des juristes, etc. Sur LinkedIn aussi, vous avez beaucoup de contenu qualitatif, mais vous en avez sur TikTok, sur Instagram. Abonnez-vous à ces comptes-là. Et en fait, mine de rien, sur votre feed, vous allez avoir des informations qui vont arriver et vous avez juste à enregistrer les posts et à les classer par thématique. Par exemple, quand je fais un post sur les congés payés, hop, vous l'enregistrez, vous créez une petite boîte congés payés et peut-être que vous n'allez pas en avoir besoin tout de suite, mais le jour où vous en avez besoin, vous savez que vous avez votre petite banque de données congés payés, vous pouvez aller chercher l'information. Le deuxième point, c'est de vous mettre des alertes sur Google. Sur Google, on peut mettre des alertes pour aller chercher les changements d'actualité, les changements législatifs. Vous mettez des mots-clés, vous créez les alertes et dès qu'il y a un journal qui sort une actualité, le journal officiel ou quoi, ils vont vous envoyer une alerte pour vous dire « ton mot-clé là, il est ressorti » et ça peut être intéressant. Le deuxième point, c'est un axe de contrôle. Vérifiez tous les mois votre fiche de paye. Dès que vous recevez votre fiche de paye, vous regardez et même si vous connaissez rien à la paye, même si vous comprenez absolument rien, vous prenez votre fiche de paye du mois dernier, votre fiche de paye du mois en cours et vous comparez les lignes. Pourquoi est-ce que entre le mois dernier et le mois en cours, ça a changé? Si j'ai rien fait qui justifie que ça change, ça veut dire que point numéro 3, posez des questions. Vous avez le droit d'aller voir les RH et leur poser des questions. Passez par écrit pour tracer la date à laquelle vous avez posé votre question, quand est-ce que vous avez un retour et vous allez pouvoir vraiment avoir des choses et des informations qui vont vous permettre de comprendre ce qui se passe et d'être attentif et vigilant aux impacts pour vous. Et si vous ne savez pas vérifier votre bulletin de paye, je vous invite à ma masterclass gratuite qui a lieu le 31 octobre, donc jeudi là. Si vous voulez y participer, c'est complètement gratuit. Il faut juste vous inscrire parce que ça se passe pas sur Instagram ni sur TikTok. Ça se passe vraiment sur une plateforme privée parce que c'est un webinaire complet où je vous donne beaucoup de valeur. Si vous êtes sur Instagram, vous pouvez commenter dans le chat CTP. Donc, check ta paye, C comme Carole, T comme Thierry et P comme Patrick, CTP. Et normalement, ça vous envoie le lien pour vous inscrire. À la masterclass, c'est complètement gratuit. Si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas, il y a le lien en bio pour me rejoindre et pour vous inscrire à la masterclass Check ta paye. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ok, le point numéro 3, c'est une question qui m'a été posée sur les cadres au forfait. Donc, il n'y a pas précisé, mais je pense que c'est cadre au forfait jour au vu de la question. Est-ce que, du coup, ça veut dire que le nombre d'heures, il n'y a pas de nombre d'heures maximum par semaine ou par mois? En gros, je peux faire des heures en illimité ou est-ce que, au contraire, ça veut dire quand même qu'il y a un contrôle? Alors, quand vous êtes au forfait jour, il faut avoir conscience qu'il n'y a plus de notion d'heures sur votre contrat. Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir réclamer de paiement d'heures supplémentaires. Mais c'est pas pour autant la fête du slip. C'est-à-dire que on peut pas non plus vous faire travailler du lundi au dimanche sans faire attention à quoi que ce soit. Et donc, de manière générale, dans le code du travail, il y a des durées maximales de travail qui sont de 11 heures par jour au maximum ou de 48 heures sur une semaine ou si vous êtes sur 12 semaines d'affilée, 45 heures, il me semble, 45 heures, 44 heures. Un truc comme ça, sur 12 semaines d'affilée. J'ai un petit doute sur le nombre d'heures. Et si ça, vous les dépassez, c'est pas bon. Mais ça, c'est vraiment pour les salariés qui sont horaires à la base. Si vous êtes au forfait jour, ce qu'on va regarder,
c'est votre charge de travail. Est-ce que votre charge de travail, elle est normale, elle est équilibrée? Et si votre employeur est dans l'excès au niveau de votre charge de travail, ce qui fait que vous vous retrouvez à faire des horaires indécents, il peut tout à fait être dénoncé ce forfait jour en disant que on est dans l'excès, que vous mettez en danger la santé du collaborateur, et à ce moment-là, potentiellement, ça peut lui coûter cher au prud'homme. Donc, il n'y a pas vraiment d'horaire maximum écrit noir sur blanc pour les personnes au forfait, puisqu'il n'y a pas de notion d'heure. Par contre, vous avez des conventions collectives, vous avez des accords d'entreprise qui peuvent venir définir des précisions, qui peuvent définir aussi des plages sur lesquelles vous devez être au travail. Mais de manière générale, quand vous êtes au forfait jour, c'est vous qui gérez votre temps de travail sur la journée et vous devez être sur des postes où vous avez la liberté et l'autonomie de décider de votre temps de travail, quand je commence, quand j'arrête, etc. On peut pas vous fliquer sur votre nombre d'heures travaillées. Et il y a beaucoup de forfaits jours où on vous dit, ok, vous êtes au forfait jour, vous faites ce que vous voulez de vos horaires, mais entre 9h et 18h, vous devez être là. Et ça, j'ai vu des contrats où c'est écrit. Et quand c'est écrit sur des contrats, croyez-moi, allez voir un avocat, votre employeur, potentiellement, ça peut lui coûter très cher, parce que si on dit qu'en fait, c'était pas du tout un forfait jour, parce que le salarié n'avait pas la liberté de poser ses heures comme il veut, potentiellement, ce forfait jour, il peut être annulé, comme s'il n'avait pas existé, et l'employeur doit payer toutes les heures supplémentaires qui ont été faites par le salarié. Donc, ça peut coûter très, très cher. Un employeur. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous avez un doute sur votre forfait jour, à vous renseigner auprès d'un avocat pour qu'il puisse vous dire si vous êtes dans une situation excessive ou abusive. Ça marche. Vous avez... c'est 44 heures. Il y a Nina qui m'a confirmé. Merci beaucoup. J'avais un doute. Donc on passe à la 4e question. Est-ce qu'on est obligé de réaliser son préavis? Alors la question c'était pas tout à fait ça, mais en gros c'était ce que ça voulait dire. Oui, en tant que salarié, vous avez l'obligation de réaliser votre préavis de départ. Donc par exemple, je démissionne, je suis cadre, j'ai 3 mois par exemple dans mon entreprise de préavis qui sont exigés. Si il n'y a pas de négociation, si j'arrive pas à m'entendre avec mon employeur pour que ce préavis, du coup, il soit réduit ou annulé, je suis dans l'obligation légale de l'effectuer. Et si je ne l'effectue pas, parce que je décide de quand même partir et de plus revenir, eh bien, potentiellement, mon employeur va pouvoir m'attaquer auprès des prud'hommes et me demander le paiement des mois de salaire que je n'ai pas effectué. Donc, ça peut potentiellement vous coûter cher. Personnellement, j'ai jamais vu d'employeur qui attaquait de salariés pour ces raisons-là. Mais en fonction de la panade dans lesquelles vous les laissez et combien ça leur coûte, il y en a qui pourraient être tentés de le faire. Donc vraiment, ne blaguez pas avec ça. Essayez toujours de vous entendre à l'amiable avec l'employeur. Ayez conscience aussi que par rapport au préavis, si vous prenez des congés payés avant de poser votre démission, ça va avoir pour effet de repousser la date de votre préavis. En revanche, une fois que vous avez déjà annoncé votre préavis, si votre employeur décide de vous accorder des congés parce que vous voulez en poser, là, ça n'aura pas d'effet sur la date de fin. Pareil, l'arrêt maladie, si vous tombez malade, ça n'aura pas effet de repousser la date de fin du préavis. C'est, on va dire, les cas qui jouent sur le préavis, mais vraiment, c'est de la négociation amiable pour un départ, on va dire, anticipé si vous avez un préavis à faire. Ça marche. Et enfin, la dernière question que j'ai eue, c'est en gros, il y a pour les personnes qui ont les congés payés en jours ouvrables, est-ce que il y a une règle qui dit que on peut pas dépasser les 5 ou 6 samedis, ou est-ce qu'au contraire, les samedis peuvent être posés décomptés en illimité. Alors déjà, on va revenir sur les jours ouvrés, jours ouvrables. Les jours ouvrés, c'est 5 jours dans la semaine, généralement du lundi au vendredi. Les jours ouvrables, c'est 6 jours dans la semaine, du lundi au samedi. Quand vos congés payés sont gérés en jours ouvrés, vous allez avoir des congés payés qui vont être gérés sur 30 jours. Donc, vous allez acquérir 30 jours de congés à l'année, ce qui équivaut à vos 5 semaines de congés payés. Et quand vos congés payés sont gérés en jours ouvrés, vous allez avoir 25 jours de congés pour 5 semaines, pareil, de congés payés. Mais quand vous allez poser une semaine, si vous êtes géré en jour ouvré, vu que vous en avez que 25 et qu'on compte que du lundi au vendredi, on va vous prendre 5 jours de congés. Et si vous êtes en jour ouvrable, vous posez une semaine, on va vous prendre 6 jours de congé parce que vous avez 30 jours. Donc, il n'y en a pas un qui est plus favorable que l'autre. C'est la même chose. On est obligé d'être aussi favorable l'un que l'autre. Il y en a un qui est
prévu par le code du travail. C'est la gestion en jours ouvrables. Donc 30 jours de congé, on pose 6 jours quand on pose une semaine. Et il n'y a pas dans le code du travail, à ma connaissance, de notion de c'est maximum 5 samedis ou maximum 6 samedis. Ça n'existe pas. Ça dépend comment vous posez vos congés payés. Vous posez un vendredi, automatiquement, il y aura un samedi qui sera décompté, que vous ayez l'habitude de travailler ou pas le samedi. Et donc, moi, j'ai pas connaissance. C'est vrai que c'est une légende qu'on entend beaucoup, un peu une légende urbaine, où on dit que passer 4 ou 5 ou 6 samedis, on peut plus en poser. C'est pas vrai. Mais de toute façon, mathématiquement, quand vous posez vos congés, généralement, vous posez au final 5 semaines. Vous aurez rarement plus que 5 ou 6 samedis de poser, sauf si vous posez jamais 2 semaines complètes et que vous posez que des vendredis toute l'année. Là, ce serait un peu bizarre. Mais normalement, vous pouvez pas parce que vous êtes obligé de poser un certain nombre de congés par votre employeur pendant la période entre mai et entre mai et octobre, donc en général, vous avez pas plus de 5 ou 6 samedis qui sont décomptés. Ça marche. Il y a Yas qui dit « Je regrette d'avoir commencé cette formation paye, je souffre. » Faut pas regretter, c'est bien la paye. On va essayer de simplifier tout ça. Et du coup, on passe aux questions que vous m'avez mis dans le chat. Je remonte un petit peu vos questions. Je vois qu'il y en a dans la boîte à questions. Je vais voir si elle fonctionne parce que, voilà. Il y a Anouk qui dit « C'est quoi les mots appropriés à employer à notre employeur pour nous accorder une rupture conventionnelle ?» Alors, il n'y a pas de mots qui marchent à tous les coups et dans toutes les situations et pour tout le monde. Il y a juste des principes de base. C'est de comprendre qu'une rupture conventionnelle, c'est conventionnel. Ça veut dire qu'il faut qu'on se mette d'accord, à la fois l'employeur, à la fois le salarié. Et s'il y en a un qui n'est pas d'accord, ça ne marche pas. Donc, y aller avec agressivité, y aller en mode c'est comme ça ou c'est pas autrement, c'est la meilleure technique pour avoir un non, un refus et passer à autre chose. Donc, la réflexion que vous devez avoir, c'est vraiment de vous dire, ok, quel intérêt mon employeur a-t-il à accepter cette rupture conventionnelle? Plutôt que de dire, moi j'ai besoin de, dites plutôt dans les mois employés, c'est la meilleure option pour nous deux, c'est la meilleure solution. Et il faut trouver des arguments dans ta situation personnelle qui expliquent pourquoi c'est la meilleure solution pour vous deux. Aïssa qui nous dit comment revaloriser son salaire quand l'employeur décide de se fier à la grille salariale. Du coup, de dire qu'on s'en fiche de sa grille salariale. Non, je rigole. Non, en fait, il faut comprendre qu'une grille salariale, c'est la grille salariale de ton employeur. C'est-à-dire que c'est un plancher, une norme qu'il a décidé dans son entreprise. Et ça n'a pas plus de valeur que n'importe quelle norme qu'on décide entre toi et moi. Tu vois, moi, je peux dire que ma grille salariale, c'est de gagner 100 000 € par an. Et alors, ça n'a aucune valeur, quoi. Donc, l'entreprise, quand elle te dit ça, elle te dit, moi, j'ai envie de payer les gens qui sont sur ce poste-là à ce salaire-là. Et c'est possible que cette grille salariale, elle soit pas du tout en cohérence avec les réalités du marché. Parce qu'ils ont défini leur grille salariale il y a 150 ans et ils l'ont jamais remise à jour. Et ce qu'il va falloir démontrer, c'est qu'aujourd'hui, avec la valeur que j'apporte, avec mon profil, mon expérience, eh bien, je vaux plus. Et soit vous remettez votre grille salariale à jour, soit ça va pas le faire. Mais il faut que ce soit ça va pas le faire, il existe. Si ta seule option, c'est de demander une augmentation, et si l'augmentation, tu ne l'obtiens pas, tu es toujours là, l'employeur n'a pas forcément d'intérêt à t'accorder cette augmentation. Parce que même s'il dit non, tu seras là et tu continueras à bosser. Donc, voilà. Il y a vraiment ces notions-là au niveau de la grille salariale. Si on vous parle de la grille salariale conventionnelle, pareil, c'est un plancher. C'est une grille de salaire minimum. Ça veut pas dire qu'on peut pas être au-dessus. Ça veut juste dire qu'on n'a pas le droit d'être en dessous. Donc, pareil, c'est pas un bloquant pour qu'on t'augmente et c'est pas un argument qui devrait être bloqué. Je vais regarder aussi un peu sur TikTok. Il y a Anna qui dit « Bonjour, qui peut m'aider à vérifier mes derniers bulletins de paye et mon solde de tout compte ?»
Je suis prête à payer. Du coup, tu fais bien parce qu'en général, c'est mieux d'avoir un expert qui se penche sur le sujet. Anna, j'ai une plateforme, la plateforme Check Ta Paye, où il y a plusieurs gestionnaires de paye que j'ai sélectionnés personnellement, qui sont toutes aussi top les unes que les autres et qui peuvent t'aider à faire la vérification de paye. Il y a un premier rendez-vous gratuit de 15 minutes pour que tu expliques la situation, pour qu'on t'informe des tarifs. Le lien, il est dans la bio. N'hésite pas à regarder dans la bio et t'as toute la... T'auras l'entretien avec une experte et ensuite elle te dira un petit peu comment on peut t'aider pour faire vérifier ton solde de tout compte. Alors, je remonte un petit peu les questions. Keyan qui dit « Après 2 ans d'arrêt, je viens de voir que mon employeur n'a pas déclaré mon accident du travail. » C'est dingue ça, comment c'est possible? Et du coup, pendant les 2 ans d'arrêt, tu as été indemnisé comment? Parce que normalement, la Sécu, si elle n'a pas la déclaration d'accident du travail, elle t'indemnise pas en accident du travail. Tu as été indemnisé en maladie. C'est pas normal du tout. Je remonte. N'hésitez pas à remettre aussi vos questions dans le chat, comme ça, moi, je les vois. Coucou, est-ce normal qu'en étant en congé payé, mon brut diminue sur ma fiche de paye? Alors là, comme ça, j'ai envie de te dire non, parce que normalement, quand tu es en congé payé, tu es censé avoir, comment on appelle ça, une indemnisation congé payé qui est au maintien ou au 10e. Donc, on te met le plus favorable entre 10% de ta rémunération pendant que tu étais en train d'acquérir les congés et le fait de maintenir ta rémunération comme si tu n'avais pas été absent. Après, il y a peut-être des éléments de salaire, des paniers, des choses comme ça qui te sont versés quand tu es en poste, qui ne te sont pas versés quand tu es en congé payé. Et donc, peut-être que ça pourrait jouer sur ton brut. Il faudrait voir en détail, mais ça peut être normal, mais ça dépend de ta situation. Dans la majorité des cas, non, c'est pas normal. En général, en congé, on gagne au moins autant que qu'en temps normal. Alors, je continue à les questions côté Insta. Est-ce que le retour du salarié est obligatoire entre la fin de son accident du travail et ses congés? Non, mais j'ai un doute. En fait, pour moi, à partir du moment où t'as pas de juste... Enfin, tu dois être dans un état. Soit tu es en accident du travail et tu as un acté qui s'arrête jusqu'à une certaine date. Et ensuite, si tu n'as pas posé immédiatement tes congés, tu es censé être en train de travailler. Après, peut-être que tu parles de cas d'inaptitude ou des personnes qui sont déclarées inaptes ou quoi, mais sinon, normalement, oui, il faut que tu travailles parce que à partir du moment où ton accident du travail il va jusqu'à une certaine date, dès lors que l'accident il est fini, ça veut dire que tu es apte à travailler, sauf si on a dit que tu ne l'étais plus. Hop, je remonte pour voir s'il y a eu des questions. Barbara qui nous dit « J'ai une question, j'ai reçu un solde de tout compte qui dit que j'ai reçu une somme et la RH me demande de signer mais je n'ai rien reçu dans mon compte. Est-ce que je dois signer ?» Ceux qui me suivent un petit peu, dites-moi, est-ce que Barbara doit signer son reçu pour solde de tout compte? Non, Barbara, on ne signe pas son reçu pour solde de tout compte. Surtout pas. Même si tu as reçu les sous sur ton compte, le reçu pour solde de tout compte, c'est quoi? C'est un document qui est censé récapituler l'intégralité des sommes qui te sont dues au moment de ton départ. Donc, ils vont lister un certain nombre de sommes et ils vont les mettre sur ce reçu pour solde de tout compte. Et le fait de signer ce reçu pour solde de tout compte, ça va avoir pour effet, de diminuer le délai de réclamation que tu as si tu te rends compte d'une anomalie sur toutes les sommes qui sont écrites sur ce reçu pour solde de tout compte. Je te donne un exemple. Il y a écrit indemnité compensatrice de congé payé 500 €. Eh bien, si tu signes le reçu pour solde de tout compte et que dans les 6 mois, tu te rends compte d'une erreur, tu réclames, ils vont pouvoir corriger. Par contre, à partir du 7e mois, après ta signature, si tu te rends compte d'une erreur, c'est fini, tu ne pourras pas faire valoir tes droits. L'employeur, il n'aura aucune obligation de corriger l'erreur et de te rembourser tes sous. Là où si tu n'avais pas signé, tu aurais eu 3 ans pour faire corriger cette anomalie-là. Donc c'est pour ça que moi je dis, ne signez jamais votre reçu pour solde de tout compte.
quelle que soit la raison. Et donc là, la RH, tu peux lui préciser que tu n'as aucune obligation légale de signer ton solde de tout compte et que tu préfères ne pas le faire. Si ils sont en train de prendre en otage ton solde de tout compte, ils te mettent un peu dans une situation délicate, t'hésites pas à soit signer en mettant sous toute réserve de mes droits passé, présent et futur. Et à ce moment-là, ça va annuler l'effet libératoire, donc le fait que le délai de prescription diminue de 3 à 6 ans, à 6 mois, pardon. Donc voilà pour ta question. Je remonte dans les questions. Gaëlle qui nous dit ça fait 6 fiches de paye que j'ai des montants différents. J'ai écrit un mail, j'ai jamais eu de réponse. J'avais d'ailleurs oublié, ça remonte à 2 ans peut-être. Oui, écoute, c'est Galidji. Écoute, je ne sais pas. J'avoue que il peut y avoir des raisons qui expliquent que on ait des salaires nets différents un petit peu tous les mois, mais sans voir la fiche de paye, je peux pas te dire, tu vois. Tu peux avoir des nombres de tickets restaurants qui changent un petit peu, tu peux avoir des éléments de salaire qui peuvent être un peu variables et qui expliquent un salaire net différent, mais en fonction de ta situation, ça peut être très très différent. Je remonte. Aïssa qui nous demande, est-ce que les jours pour enfants à charge sont-ils valables pour un CDD? Quand peut-on les prendre? Oui, les jours pour enfants à charge, alors pour ceux qui savent pas, il y a les congés supplémentaires pour enfants à charge pour les personnes qui ont plus de 21 ans et qui n'ont pas acquis la totalité de leur congé sur l'année en cours. Vous pouvez avoir le droit à 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Si vous avez moins de 21 ans, c'est un peu différent, mais en général, il n'y a pas beaucoup de gens à moins de 21 ans qui ont des enfants à charge, donc je vais rester sur le 2 jours. Mais si vous voulez avoir plus de détails avec les différents cas de figure, j'ai un article de blog complet qui l'explique, n'hésitez pas à aller le consulter sur mon site. Vous allez dans le lien en bio, vous allez retrouver mes articles de blog. La question, donc oui, c'est valable pour le CDD. Attention, les jours supplémentaires pour enfants à charge ne sont jamais payés. Il faut les poser. Donc Aïssa, si t'as pas eu la totalité de tes congés et que tu as des enfants, tu peux aller dans la limite de tes 30 jours ouvrables de congé ou dans la limite de tes 25 jours, avoir 2 jours supplémentaires par enfant à charge. Il y a un modèle de lettre de réclamation sur cet article de blog sur mon site internet. N'hésitez pas à le télécharger. Ça marche. Alors, je descends sur TikTok pour aller chercher les nouvelles questions. Oui, je suis trop descendue, je crois. Hop. Comment ça se fait que les RH rédigent des contrats mais n'ont pas fait de droit? Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir fait du droit pour rédiger des contrats. En vrai, toi-même, tu peux rédiger un contrat avec ta pote. Enfin, un contrat, en fait, c'est tout simplement le fait de dire il y a quelque chose qui nous lie, toi et moi, et on se met d'accord sur des conditions. Et d'ailleurs, c'est une question intéressante parce que souvent, les salariés ils ont l'impression que le contrat que le RH leur remet, c'est une parole sacrée, on n'a pas le droit d'y toucher, on n'a pas le droit d'y modifier. Attention, et on l'a vu pendant ceux qui ont participé, notamment lors du challenge, tous négocient. Donc, s'il y a des éléments, il faut le lire, le contrat, il faut le comprendre, le contrat, et il faut pas hésiter à négocier pour que ce soit aussi selon votre intérêt et pas hésiter aussi à dire, cette clause-là, ça me convient pas, etc. Ça passe pas partout, parce que il y a des employeurs qui disent, oui, mais cette clause-là, elle est importante pour moi, et peut-être qu'on n'est pas compatible. Mais en tout cas, c'est important de comprendre à quoi on s'engage, parce que des fois, ça a des effets 2, 3, 4 ans plus tard, parce qu'on se rend compte que cette clause, elle nous va pas du tout, en fait. Oulkits qui dit, pour faire un avenant à un CDD, est-ce que ça doit être précisé dans le contrat initial que le contrat pourra être renouvelé? Non, pas forcément. Même si vous n'avez pas précisé que le contrat pourra être renouvelé, il est possible de quand même faire un avenant de renouvellement au contrat CDD. Anna qui dit, j'ai essayé ce matin d'envoyer un mail mais je n'y suis pas arrivée. Normalement, Anna, t'as pas besoin d'envoyer de mail. Alors, je sais pas si c'était... L'adresse mail, c'est contact@checktapay.com. Mais vraiment, si tu vas dans le lien en bio, t'as un bouton
et tu peux réserver un call avec un des experts. Dalla qui nous dit j'ai besoin, moi aussi je vais prendre rendez-vous. Bah hésite pas vraiment. Vous allez dans le lien en bio. Keyan qui dit que c'était du coup je crois que toi c'était les IJAT, du coup tu étais en maladie normale. Bah hyper important, demande la déclaration d'accident du travail. Vraiment, ça c'est hyper important sur les accidents du travail. Si un jour vous vous égratignez le doigt au taf, si un jour vous avez un bobo, demandez à ce que la déclaration d'accident du travail, elle soit faite. Parce que ça arrive trop souvent que, oups, sur le coup, je me suis cognée, j'ai pas eu trop mal, donc j'ai pas fait une déclaration d'accident du travail. Sauf que le lendemain, je me lève, mon bras, j'arrive plus à le bouger et je suis arrêtée pendant X jours. C'est, vous vous cognez, vous vous faites mal, vous faites quelque chose. Peut-être que la déclaration, elle servira à rien. C'est pas parce qu'il y a une déclaration d'accident du travail que vous allez forcément avoir un arrêt de travail, accident du travail. C'est juste qu'on trace l'événement. Il y a eu un accident du travail. Et peut-être que cet accident du travail, c'est dans une semaine qu'il va avoir des effets sur votre santé et vous serez mieux indemnisé en accident du travail, mieux protégé qu'en maladie non professionnelle. Donc surtout, pensez à toujours demander la déclaration d'accident du travail. Et surtout, quand vous faites une déclaration d'accident du travail, on va vous donner un feuillet que vous pouvez remettre à l'hôpital, à votre médecin, pour éviter d'avoir à avancer les frais. Parce qu'on sait qu'en plus, avec la conjoncture, il y a plein de gens, des fois, qui c'est compliqué, les galères de fin de mois, ou des fois, on s'assoit sur des rendez-vous médicaux parce que, quand c'est un accident du travail, t'as pas besoin d'avancer les frais. Tu ramènes ce feuillet-là, le médecin, il va le prendre, il se débrouille avec la sécu, tu n'as pas à payer ta consultation. Donc, c'est hyper important de bien déclarer les accidents du travail et d'avoir ce réflexe-là. Ok. Tina, tu peux expliquer la règle sur les tickets restaurants, s'il te plaît, Awa. La règle sur les tickets restaurants, c'est que du coup, vous avez le droit à un ticket restaurant par jour travaillé. Un jour travaillé, c'est quoi? C'est un jour où vous allez travailler du coup avec l'heure de déjeuner qui est comprise dedans, donc au moins 5 heures dans la journée. Et du coup, vous avez le droit à un ticket restaurant. Vous n'avez pas le droit à des tickets restaurants les jours où vous ne travaillez pas. Donc, si vous êtes en congé payé, si vous êtes absent de l'entreprise pour des raisons X ou Y, vous n'avez pas le droit. Par contre, en télétravail, vous avez le droit à des tickets restaurants. Lily Rose me dit, si mon enfant est malade, mon employeur a-t-il le droit de me compter absente? Bah oui, si tu as pris une absence enfant malade. Alors, attention, ça dépend de ta convention collective, mais dans tous les cas, il va te compter absente. Par contre, est-ce qu'ensuite, il va te payer cette absence ou il va pas te payer cette absence? Ça dépend de, est-ce que tu as le droit à un maintien de salaire pendant ton absence enfant malade? Il y a des conventions collectives qui prévoient un certain nombre de jours par an pour les enfants malades. Il y a d'autres conventions collectives qui ne prévoient pas de maintien de ta rémunération pendant que tu es un enfant malade. Si c'est au niveau de la loi, à supposer que tu n'as pas de convention collective, tu as le droit à des jours d'absence enfant malade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le droit de t'absenter parce que ton enfant est malade. L'employeur ne pourra pas te sanctionner. Il ne pourra pas te dire non, tu restes quand même. En revanche, il n'a aucune obligation de te payer. La loi ne prévoit pas qu'on soit payé pour les jours enfants malades. Donc ça, si tu es payé d'habitude pour tes jours enfants malades, c'est que c'est ta convention collective qui le prévoit et elle prévoit un certain nombre de jours. Donc renseigne-toi par rapport à ça. Ok. Yas, as-tu des livres ou des ressources à conseiller à tous ceux qui sont débutants? Alors moi, le site que je conseille, c'est celui d'Anthony Roca, lapayefacile.com. Il offre plein de ressources pour les gestionnaires de paye qui galèrent, qui démarrent, parce que la paye, c'est beaucoup d'informations à absorber. Dites-vous que vous n'êtes pas comment on appelle, des ordinateurs. Vous n'avez pas besoin de tout retenir par cœur. On n'est pas sur du par cœur. La paye, c'est hyper pratico-pratique. Ce qu'il faut vous dire, c'est quand vous êtes dans votre taf, ayez le réflexe d'aller chercher les informations. Soyez toujours curieux et posez-vous les bonnes questions. Il y a aussi les bouquins de Liliana Gallo, qui a écrit plusieurs ouvrages sur la paye avec des cas pratiques qui sont top. Donc ça, je peux te les recommander, Yas, qui peuvent t'aider. Et puis, voilà. J'avoue que moi, la gestion de paye, ça fait longtemps que j'ai pas été étudiante. Donc, je saurais pas dire quels sont les trucs les plus actuels. Mais n'hésitez pas. Alors, il y a plusieurs non. Je sais pas pourquoi, mais peut-être que j'ai posé une question. Ah oui, non, on ne signe pas. Oui, non, on ne signe pas. C'est ça.
Bazin qui nous dit j'ai fait une réclamation sur des retenues sur maladie non payée et silence radio. Que faire? Il faut vite escalader, il faut vite se faire accompagner, passer par écrit. Donc si tu as fait ta réclamation par écrit, c'est super parce que tu as une date de quand est-ce que tu as commencé ta réclamation. Et après, tu fais une relance. Courrier recommandé, mise en demeure de payer ce qu'on doit te payer, et sans retour, moi je te recommande de passer par un avocat pour t'accompagner sur la suite du process. Tu peux également aussi passer par les services de l'inspection du travail. Vous avez le service de renseignement au droit du travail, et des fois quand ils voient que c'est un peu en train de se bouger et que potentiellement ça va amener au litige, ça fait un petit peu bouger les personnes derrière, quoi. Voilà. Alors, sur Insta, je sais pas si ça a bugué. J'ai plus de questions. Tina, tu dis, je pense que je me suis mal exprimée. Hésite pas à reposer ta question si j'ai répondu à côté, Tina. Et je crois que c'est bon pour les questions sur Insta. Ok. Il y a aussi des questions sur TikTok. Pourriez-vous m'expliquer la garantie du net quand on est en maladie ou en accident du travail? Ok, quand on est en maladie ou en accident du travail, il y a souvent beaucoup de conventions collectives qui vont appliquer un principe simple, c'est que votre employeur va faire un maintien de salaire. Oui, il va vous payer pendant que vous êtes en absence maladie et jusqu'à 100% de votre salaire, mais ils vont dire jusqu'à 100% du salaire, soit net, soit brut, etc. Mais ils vont rajouter une petite phrase qui dit que en arrêt maladie ou en accident du travail, il faut pas que ça ait pour effet que vous gagnez plus que si vous aviez travaillé. Donc, ce qu'on va toujours rechercher sur une fiche de paye quand vous êtes en arrêt maladie ou en accident du travail et que vous dépendez du légal ou de ce genre de convention collective, c'est que en arrêt maladie, vous gagnez pas plus que si vous étiez en train de travailler en temps normal. Pourquoi est-ce que vous gagneriez plus, me diriez-vous? C'est parce qu'en fait, les modalités de calcul des indemnités journalières, du maintien de l'employeur font que parfois, si on fait les calculs, qu'on additionne le maintien, qu'on additionne ce que doit rajouter l'employeur, on peut effectivement se retrouver à trouver des montants d'indemnisation qui sont plus élevés que votre salaire habituel. Et du coup, la ligne garantie du net, même si elle a un joli nom, elle est là pour s'assurer que le net, il soit sur le niveau habituel, comme si vous aviez travaillé et pas plus. Donc, ils vont venir retirer des sous dans le complément employeur qui est fait par l'employeur pour que le fait que l'employeur complète votre salaire n'ait pas pour effet de vous faire gagner plus d'argent en net que vous auriez eu l'habitude de toucher. Notamment parce que les indemnités journalières de la sécurité sociale, elles vont pas être soumises à cotisation, etc. Et donc, ça va avoir pour effet que de diminuer le taux de charge. Bon, c'est un peu complexe, mais toujours est-il que cette ligne garantie du net, elle vient faire en sorte que tu gagnes pas plus quand tu es absent que quand tu es en train de travailler. Donc, c'est pour ça que ça vient diminuer les choses. Mais attention, quand vous êtes notamment en maternité et que directement les indemnités journalières de la sécurité sociale, elles sont déjà plus élevées que votre salaire habituel, ça, vous y avez droit. La garantie du net, elle intervient uniquement sur le complément de l'employeur. Or, il y a beaucoup d'erreurs de paramétrage dans les logiciels qui font que la garantie du net, elle vient diminuer le montant des indemnités journalières. Et ça, c'est strictement interdit. Donc, quand vous êtes en maternité, notamment, c'est le cas, on le voit le plus fréquemment parce que vous êtes payé à 100%, eh bien, vous pouvez gagner plus que quand vous travaillez. Et ça, c'est totalement normal si c'est constitué uniquement d'indemnités journalières de la Sécu. Oulskit qui dit « J'ai demandé une augmentation de 5%, mon employeur m'a dit non, j'ai demandé les motifs, je trouve que les réponses ne sont pas justes ni vraies. Est-ce que je peux contester ?» Alors vraiment, sur la partie de négociation salariale, il faut voir deux aspects. Il y a l'aspect, est-ce qu'on est OK au niveau des salaires minimum conventionnels? Est-ce qu'on est OK au niveau du salaire minimum légal, et le salaire minimum légal, c'est le SMIC. À partir du moment où vous êtes OK là-dessus, après on va voir est-ce qu'on est OK au niveau de règles de non-discrimination, du fait que à travail égal, salaire égal, et que par rapport aux missions responsabilités de votre poste, vous êtes aligné. En dehors de ça, vous pouvez rien contester. C'est-à-dire que si vous estimez que vous êtes mal payé, que vous avez bien bossé dans l'année et que votre employeur vous paye au-dessus du minimum légal, au-dessus du minimum conventionnel, ne fait pas d'injustice par rapport à vos collègues, etc. Même si vous êtes mal payé, il n'y a rien à contester et vous allez trouver aucun avocat qui va vous accompagner là-dessus.
ça devient de la négociation. Et c'est pas qu'est-ce que je peux contester, c'est est-ce que je vaux ce que je demande et comment est-ce que je peux faire si cet employeur-là, cette personne avec qui je suis en relation, eh bien, elle me paye pas ma valeur pour trouver quelqu'un d'autre qui me paye à cette valeur-là. Donc, voilà. Alors, il y a des questions, je crois, sur la fonction publique. Je suis pas spécialiste de la fonction publique, donc je pourrais pas répondre pour la fonction publique spécialement. Par contre, ça a sauté les questions. Il est 21h44, je reste encore 5 minutes. Christelle qui nous dit dans la fonction publique, le net est toujours pareil, je pense, je viens d'avoir mon premier salaire. Alors, aucune idée Christelle, mais je pense qu'il peut y avoir quand même des variations en fonction de ce qui se passe dans le mois. En tout cas, c'est vrai que souvent ils ont des grilles, des échelons, des grades, etc. où peut-être qu'il y a plus de stabilité que certains salaires du privé où forcément il y a beaucoup plus de variations. Mais je crois qu'avec les primes, ça peut bouger quand même, hein. Alors Nina qui dit, il y a aussi des évolutions en interne des assistantes RH, j'ai pas entendu. Des fois, elles évoluent dans l'entreprise sans pour autant avoir de formation RH. Oui. Bah après, il y a beaucoup de métiers qui s'apprennent sur le tas. Il y a beaucoup de gestionnaires de paye qui sont formés sur le tas. Moi, au début, avant de choisir de revenir me former en paye, bah j'avais appris sur le tas. J'avais fait un BTS assistante de gestion et on m'avait formé un peu sur le tas. Donc c'est comme tous les métiers, ça s'apprend aussi, hein. Ma Pep qui dit j'ai une formation de gestionnaire de paye mais je suis nulle en paye. On n'est pas nul en quelque chose, c'est juste qu'on n'a pas peut-être développé ces compétences-là. Oh coucou Laetitia, j'espère que tu vas bien. Donc voilà. Là elle dit j'apprends avec toi. Bah écoute, je suis ravie de te redonner un petit peu goût à la paye. Si ça peut aider, ça me fait grave plaisir. Ah super Anna. Hop. J'ai une question pour une copine qui a signé un contrat en CDI, elle est en période d'essai et son supérieur lui a demandé de diminuer son salaire. Alors si elle a signé son contrat avec l'employeur, elle n'a pas d'obligation de diminuer son contrat. Mais la problématique, c'est que vu qu'elle est en période d'essai, si l'employeur n'a pas les moyens de s'offrir son salaire, il est probable qu'il mette fin à la période d'essai, même si normalement la période d'essai, c'est là uniquement pour évaluer vos compétences par rapport au poste et votre capacité à remplir le poste. Donc, à voir avec un avocat, mais bon, sachant qu'elle n'a pas énormément d'ancienneté, même si sa période d'essai est interrompue de manière abusive, il n'y a pas énormément de choses, on va dire, à gagner si elle s'amuse à faire un prud'homme, etc. Moi, je dirais de négocier et après voir pourquoi l'employeur lui demande de diminuer finalement son salaire alors qu'il avait dit oui. Peut-être que l'entreprise, elle n'est pas forcément en très bonne santé financière et peut-être se demander du coup est-ce que c'est intéressant pour elle de s'engager dans ce type d'entreprise parce que c'est quand même inquiétant qu'on te demande de diminuer ton salaire que l'employeur l'a déjà validé et t'a fait signer un contrat à un montant. Sana qui dit l'employeur a-t-il le droit de refuser un 80% et de m'imposer un jour imposer un 80%, refuser un 80%, oui, si c'est un 80% classique, c'est-à-dire que tu as été embauché à 35 heures, tu as envie de passer à 30 heures par semaine, non, en fait, vous avez signé un CDI à 35 heures, l'employeur il a aucune obligation d'accepter que tu passes à 80% et s'il décide finalement d'accepter, vous allez négocier quel moment ça t'arrange, quel moment ça l'arrange. Il y a le cas particulier du 80% quand vous êtes en congé parental, donc passer à 80% en congé parental, donc à temps partiel, là, l'employeur, il n'a pas le choix. C'est comme un congé parental qu'on prend, on ne lui laisse pas le choix sur le fait de le pourcentage. Donc, je passe à 80%, ça, il n'a pas le choix. Et je passe en congé parental. Il faut juste respecter les 1 mois de délai de préavis pour qu'il puisse s'organiser. Donc, si vous êtes en congé mat et que vous prévoyez de revenir à 80%, avant la fin de votre congé mat, pensez à envoyer un courrier recommandé pour demander votre temps partiel. Et par contre, pareil, sur
sur la répartition de quand est-ce que sera le jour du 80%, même en congé parental, votre employeur, il a son mot à dire. Et si vous arrivez vraiment pas à vous mettre d'accord, je crois que c'est du 50-50. L'employeur choisit la moitié des 20%, donc 10%, et toi tu choisis les 10%. Donc vraiment négocier dans ces cas-là, parce que chacun peut un peu pourrir la vie de l'autre dans ces moments-là. Donc essayez de vous entendre avec votre patron. Ce qu'il y a là qui dit, c'est vrai que la première année de travail comme auxiliaire de vie, on n'a pas le droit à des congés. Alors je suis pas auxiliaire de vie, mais non, je pense pas, parce que la loi elle dit pas ça. La loi elle dit que dès lors qu'on a accumulé les congés payés, on peut les poser. Avant, en fait, souvent les gens il y avait pas cette règle là, et souvent, en fait, quand tu arrives, admettons que tu arrives le 1er juin, comme ça m'arrange pour mon exemple, on cumule les congés de juin à mai, donc du 1er juin jusqu'au 31 mai de l'année prochaine, tu accumules tes congés, comme ça, à partir du mois de juin de l'année suivante, tu as tes 5 semaines de congés. Et quand tu as tes 5 semaines de congés, hop, tu peux commencer à les poser. Ça, c'est ce qu'on a toujours fait dans le passé. Mais ça fait très longtemps que maintenant, dès la fin du mois de juin, j'ai 2 jours et demi qui sont mis dans mon compteur. Si je veux, à partir du mois suivant, je peux commencer à les poser au fur et à mesure. Donc non, je pense pas qu'il y ait de règles spécifiques pour les auxiliaires de vie qui dit que eux ils y ont pas le droit. Donc je pense que c'est peut-être une pratique qui est faite dans ton entreprise. Si ça ne te convient pas, n'hésite pas à te renseigner pour voir ce que prévoit ta convention collective, et aussi auprès de tes représentants du personnel, parce que normalement tu devrais pouvoir poser tes congés quand tu veux. Enfin, quand tu veux. Après, c'est l'employeur qui les valide ou pas, mais en tout cas, tu devrais pouvoir poser des congés sur ta première année. Avec plaisir pour les remerciements. Je regarde aussi ici. Il y a Aïssa qui me dit on est là. Oul Kids qui dit est-ce que l'employeur peut nous faire des réflexions sur notre savoir-être? Si son savoir-être nuit à l'organisation du travail ou a un impact sur l'équipe ou sur la gestion du boulot, oui, bien sûr, parce que le savoir-être, ça fait partie des compétences qui vont jouer dans ta relation au travail. Donc oui, bien sûr, tu peux être sanctionné sur un manque ou un truc de savoir-être, ou on peut te dire que c'est des compétences à développer. Par exemple, si tu es manager et que je sais pas moi, tu as aucune patience envers tes équipes et que tu es toujours en train de leur crier dessus, c'est du savoir-être, mais c'est problématique, et bien sûr ça peut être sanctionné, quoi. Yves Laurent qui dit j'ai été employé comme gestionnaire et mon CDD a été prolongé en responsable sans aucune augmentation. Est-ce légal? Alors ça, j'ai un peu répondu déjà, comme je vous dis. Pour savoir si c'est légal, il faut que tu regardes ta grille de salaire conventionnelle pour un responsable, et pour voir s'il y a un minimum de salaire qui est respecté. Après, il faut savoir que souvent, les grilles de salaire minimum, elles sont très, très déconnectées du marché. Il est possible que toi, le salaire de responsable, ce soit du 2000 € brut, alors qu'aujourd'hui, toi, tu es à 2500 € brut. Ça veut pas dire que, alors que sur le marché, les responsables sont à 3000 € brut. Donc ça, c'est pas normal. T'aurais dû renégocier ton salaire. Et là, et ce que j'aime pas derrière le mot est-ce légal, c'est comme si tu l'as subi, en fait. Est-ce que tu as cherché à négocier ton salaire, et pourquoi tu as prolongé si on ne proposait pas d'augmentation alors qu'on te faisait passer en tant que responsable? C'est aussi de votre responsabilité de négocier régulièrement votre salaire. C'est pas pour te taper dessus, pas du tout, mais il faut vraiment avoir conscience que tu as ton mot à dire quand on te propose un avenant, pour dire écoutez, là je vous me passez responsable, ça va nécessiter plus de responsabilités, les valeurs du marché sont à tel montant, moi je signerai cet avenant seulement si la rémunération est réévaluée à tel montant. Si ça n'a pas été fait et que tu as dit ok, que tu as signé, pourquoi est-ce que ton employeur il va te proposer de te payer plus cher alors que tu es prêt à travailler moins cher? C'est du bon sens. C'est comme si demain, toi, tu allais dans un resto, la carte, du coup, au final, on te surclasse et on te propose un truc gastro alors que toi, tu avais payé le prix d'un McDo. Et la personne, elle te réclame le prix d'un McDo, tu vas pas dire non, c'est vraiment trop bon là ce que vous m'avez proposé, je vais rajouter 100 balles de plus. Il y a des gens qui le font, c'est 1%.
99%, ils vont te dire « Oh, trop bien, j'ai mangé dans un gastro, tu devrais y aller. Pour le prix d'un McDo, t'as le prix d'un gastro, c'est pas normal, mais profite pendant que ça dure. » Donc, c'est le même principe avec vos patrons. Ils sont pas plus méchants ou plus gentils que les autres. Par contre, si on défend pas un petit peu son bout du beefsteak, on risque de se faire bouffer. Donc, vraiment, n'hésitez pas à négocier. Et là, Yves Laurent, c'est pas trop tard, hein. Tu peux y retourner en disant, écoute, j'ai loupé le coche là, mais je me rends compte qu'en fait, il y a quelque chose qui cloche et il va falloir qu'on rediscute salaire, patron. Ça marche? Mademoiselle Sport, les intérimaires ont-ils droit à l'indemnité de télétravail si les salariés de l'entreprise l'ont? Sur le principe, oui. Si les salariés de l'entreprise utilisatrice l'ont, en fait, tu es censé avoir les mêmes conditions à partir du moment où l'accord d'entreprise, la convention collective le prévoit. Normalement, tu dois l'avoir. J'ai dit 5 minutes, il y a au moins 10 minutes. Là, vraiment, dans 5 minutes, je pars. Il va être 22h, la team. Hop. Notre garantie du net est toujours négative. Des fois, ça aboutit à des salaires bruts négatifs. C'est possible. Si ton indemnité journalière, elle est hyper élevée, tu auras un brut négatif. C'est possible. En tout cas, généralement, une garantie du net, c'est toujours négatif puisque ça a pour but de venir diminuer le complément que l'employeur va te donner pour éviter que tu gagnes plus quand tu es malade que quand tu es en train de travailler. Donc, généralement, la garantie du net, elle va pas te rajouter de l'argent. Mon employeur me donne pas de fiche de paye depuis 3 mois, c'est normal? Non, c'est pas normal du tout. Hésite pas à contacter les services de l'inspection du travail. C'est très grave. Une connaissance vient de commencer dans une entreprise, elle a constaté une erreur sur sa fiche de paye. Après, attends. Ils l'ont mis en statut ouvrier alors qu'elle est technicien. Ouais, faut qu'elle fasse modifier. Est-ce que ça peut avoir une incidence? Oui, ça peut avoir une incidence, notamment parfois en fonction des conventions collectives. Vous pouvez avoir des prévoyances, des cotisations qui sont particulières en fonction de votre statut. Et pareil, ça peut jouer sur le salaire garanti et des paramétrages du logiciel et donc fausser les payes. Donc vraiment, faites le changement. Et puis même si demain il quitte l'entreprise, etc., tout ça, c'est des preuves qu'il a travaillé à un poste de technicien et pas d'ouvrier. Et même par rapport au salaire minimum qui lui est garanti dans la grille, généralement la grille des techniciens, elle va être plus avantageuse que celle des ouvriers. Donc vraiment, qu'il fasse modifier ça. Oul's Kids qui dit justement injustice et inégalité avec les collègues au niveau du salaire. Écoute, du coup, il faut pas hésiter à remonter ce sujet-là, mais constitue bien ton dossier, essaye de te rapprocher d'un avocat, c'est important pour prendre le temps de comprendre un peu ce qui se passe et de voir si y a ce genre d'inégalité. Mais pareil, va voir les RH et signale du coup, mais c'est pas une demande d'augmentation dans ces cas-là, c'est une demande de réajustement salarial, c'est une demande pour faire en sorte de retrouver un salaire aligné avec les pratiques, pour rétablir cette problématique qui est une inéquité salariale. Graciela qui me dit quelle formation vous me conseillez pour gestion de paye, sachant que j'utilise déjà Silae. Malheureusement, je suis pas la meilleure pour conseiller sur les formations en gestion de paye parce que ça fait au moins 10 ans que j'ai pas fait de production de bulletin de paye. Nous, on utilise Silae, mais on l'utilise vraiment dans un objectif de vérification de paye. Donc, on fait pas de la production de paye. Donc, je pourrais pas recommander de logiciel. Mais n'hésitez pas à demander à Anthony. Son compte, c'est La Paye Facile. Il a un site qui s'appelle lapayefacile.com aussi, et lui il s'y connaît bien, il pourra vous donner des bons conseils. Donovan, tu t'y connais en droit chômage? Pas vraiment, mais sur Instagram vous avez Eureka Conseil qui donne des super conseils en chômage. C'est un spécialiste France Travail, il pourra vous aider. Mais moi je suis vraiment spécialiste paye et carrière, je connais pas trop le chômage. Mais pose ta question, si j'ai la réponse, je te dirai. Si je sais pas, je te le dirai aussi. Complémentaire prévoyance après un long arrêt maladie et non maintien de salaire, sur quelle ligne de la fiche de paye ce versement est visible? Ça dépend de comment est financée la complémentaire prévoyance, mais généralement tu vas en avoir
dans le net du bulletin le plus souvent. Tu peux en avoir aussi dans le brut et du coup, tu vas avoir une indemnité. Ça peut s'appeler IJ prévoyance, complémentaire prévoyance, ça dépend des logiciels. Yes qui dit, il y a un truc que je comprends pas vraiment, c'est la déduction des IJSS lorsqu'il y a le maintien. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les indemnités journalières de la sécurité sociale sont des indemnités, c'est pas du salaire. Donc, quand ton employeur maintient le salaire, admettons qu'il va maintenir 100% du salaire du salarié. Donc, je gagne 2000 € brut, je vais avoir un salaire de 2000 € brut. Vu que je suis absent, il va y avoir une ligne d'absence moins 2000 €. Et comme mon employeur maintient mon salaire à 100%, je vais avoir un maintien employeur à 2000 € brut aussi. Donc mon brut, il change pas, il est à 2000 €. Mais par contre, les indemnités journalières de la Sécu, elles vont être versées. Donc admettons, j'ai 1000 € d'indemnités journalières de la Sécurité sociale qui sont versées. Ces indemnités journalières de la Sécurité sociale, elles sont versées en net. Et comme ce sont des indemnités, c'est des indemnités qui sont pas soumises à cotisation. Donc, en plus des 2000 € que mon employeur a payé en haut, il va y avoir les 1000 € que la sécurité sociale, elle aura versé à mon employeur pour qu'il me les reverse, qui vont être en bas dans le net. Si on laisse comme ça, la personne, elle va gagner beaucoup plus que d'habitude. Sachant qu'en plus, l'employeur, lui, doit verser qu'un complément. Donc, la différence entre ce que la sécurité sociale, elle paye et ce que lui, il paye. Sauf que l'employeur, il dit oui, mais moi je paye de l'argent en brut, la sécurité sociale, elle me donne 1000 € en net. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va reconstituer les 1000 € en leur équivalent en brut et il va l'enlever du salaire brut pour que 2000 € moins peut-être les 1347 par exemple, qui correspondent aux 1000 € qui sont versés en net. Donc ça fait comme un avantage en nature mais à l'envers. Et du coup on le déduit dans le brut et c'est pour ça que tu as toujours les IJ qui sont déduits en brut. Si vous êtes salarié et que vous n'avez pas tout compris, c'est normal, c'est un peu plus pour les gestionnaires de paye. Enfin, salariés, pas gestionnaires de paye, pardon. Donc voilà, je vais reprendre une dernière question. N qui nous dit si le patron garde les indemnités journalières, comment peut-on le savoir? Tu peux le savoir en te connectant à ton compte Amélie, en regardant les indemnités journalières qui ont été calculées et payées à ton patron par la sécurité sociale et en comparant avec tes bulletins de paye pour voir si tu retrouves ces montants d'indemnités journalières sur la fiche de paye. Si tu les retrouves pas et que l'employeur en plus il a pas fait de maintien de salaire, ça veut dire que il te les a toujours pas versés et donc tu peux réclamer quand est-ce que ça va être versé et quand est-ce que ça va être passé sur ma fiche de paye. Je t'en prie, merci Paco qui dit que mes explications elles sont claires. Je suis ravie. Esther, avec plaisir, je suis heureuse que ça te plaise. Je vais devoir vous laisser la team. J'ai passé un excellent moment. Je vous recommande, si le sujet des fiches de paye, ça vous intéresse, j'offre une masterclass. Elle est 100% gratuite. On sera 2 heures ensemble. La masterclass, elle s'appelle Décrypte les secrets de ta fiche de paye. Là, vous vous inscrivez, vous recevez tout de suite une fiche de paye avec une petite mission à accomplir. Vous allez devoir repérer des erreurs de paye que j'ai mis exprès sur une fiche de paye. Et ensuite, en live sur la masterclass, on va venir décrypter ensemble et faire le corriger ensemble des erreurs qu'il y a, comment on les trouve et comment on les corrige. Donc c'est vraiment du pratico-pratique, on n'est pas là pour faire du blabla dans tous les sens. Et du coup, si vous trouvez les erreurs, vous pouvez participer au jeu concours de coups qu'il y a pour les participants de la masterclass. Vous avez juste à envoyer votre réclamation. Et la réclamation, du coup, c'est un petit jeu qu'il y a dedans. Dans toutes les réclamations qui sont envoyées, même si vous n'avez pas trouvé toutes les erreurs, je tire au sort une personne qui va remporter l'une de mes formations, donc qui s'appelle Check ta paye top chrono, où j'apprends aux salariés qui connaissent rien à la paye comment est-ce qu'on fait pour vérifier sa fiche de paye. Donc vraiment, si le sujet vous intéresse, eh bien vous y allez. Tina, c'est le 31 octobre à 19h30. Pour ceux qui sont sur Instagram, dans le chat, vous tapez CTP, check ta paye, CTP, et vous allez recevoir automatiquement dans vos DM le lien d'inscription. Pour ceux qui sont sur TikTok, il y a le lien dans ma bio, c'est le premier lien dès que vous cliquez dessus, vous vous inscrivez et vous allez pouvoir rejoindre la liste et vous inscrire à la masterclass Décrypte les secrets de ta fiche de paye. J'ai fait une masterclass au mois de mai 2024, là je viens de la refaire là en octobre.
Je sais pas quand j'en referai et je sais pas si j'en referai parce que franchement, ça me demande énormément de travail, énormément de boulot. Donc voilà. En tout cas, c'est clair que je pense pas qu'elle reviendra au moins avant 6 mois, 1 an quoi. Donc vraiment, si ça vous intéresse, prenez le temps de le faire. Si vous êtes pas dispo le 31 à 19h30, le replay, il sera accessible aux personnes qui sont inscrites jusqu'au 4 novembre. Donc, vous avez tout le week-end pour prendre le temps de le regarder. Ça dure à peu près 2 heures. Donc, n'hésitez pas, voilà. AZ qui dit: mon licenciement peut-il être annulé en sachant que je suis enceinte mais seulement d'1 mois? Alors, je sais pas où t'en es dans ta procédure de licenciement. Je sais que les femmes enceintes sont salariées protégées, mais je saurais pas te dire là sans avoir plus de détails. Contacte rapidement l'inspection du travail pour ils ont un numéro qui est tu tapes service de renseignement au droit du travail, c'est un numéro gratuit, tu vas les avoir en ligne. Ou sinon, tu peux leur envoyer un mail, ils sont assez réactifs, dans 1 ou 2 jours, tu auras une réponse. Tu leur parles de ta situation en détail et tu leur demandes si justement ça peut causer une annulation et c'est complètement gratuit. Ça marche ? Donc voilà pour les questions de ce soir. Si vous voulez reposer des questions, il y aura lors de la masterclass 30 minutes aussi de questions-réponses. Et sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain, pour un nouvel épisode de FAQ Paye ta carrière pour répondre à vos questions paye et carrière. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle soirée et j'ai passé un trop bon moment. Ciao, ciao!